Au début des années 80, je vivais à Okinawa, au Japon. Mon père pensait que voir le monde serait une aventure qui nous aiderait, mon frère et moi, à devenir de meilleurs hommes. Et je dois dire que je pense qu'il avait raison. Le fait d'être dans l'armée m'a montré des cultures que beaucoup n'auraient jamais l'occasion d'expérimenter. Et je suis reconnaissant de chaque expérience que cette vie m'a donnée, même les plus effrayantes. Lorsque nous vivions au Japon, mon père voulait que nous vivions une expérience totalement immersive. Il a donc choisi de nous installer dans un petit quartier japonais à l'extérieur de la base. Nous vivions dans une petite maison au sommet d'une énorme colline dans un cul-de-sac qui donnait, je ne plaisante pas, sur une partie d'un énorme zoo et de l'autre côté, un grand cimetière. Notre maison était située au-dessus des habitats des singes, à environ 1 kilomètre en contrebas. Entre nous et ces singes, il n'y avait rien d'autre qu'une épaisse jungle de style Indiana Jones. Les enfants du quartier et moi-même nous promenions sans cesse dans la jungle, ignorant les avertissements locaux concernant les serpents venimeux et les anciennes mines non exploitées de la Seconde Guerre mondiale. Nous étions la seule famille américaine à vivre dans ce cul-de-sac, complètement entourée de familles japonaises, et c'était incroyable. Les enfants nous aimaient, et même si nous ne pouvions pas très bien communiquer par la langue, nous nous comprenions parfaitement bien la plupart du temps. En face de nous se trouvait un couple âgé avec un jardin luxuriant entourant leur propriété. La femme plus âgée voulait que nous l'appelions Mama-san, et elle nous demandait de l'aider dans son jardin chaque fois qu'elle pouvait nous cajoler avec du thé vert et des biscuits au chocolat et à la banane. On l'adorait. Elle était si accueillante et généreuse, comme tous les autres en fait. Nous vivions dans un quartier merveilleux. Le seul inconvénient de la maison de Mama-san, cependant, était qu'elle donnait directement sur le cimetière. Et ce cimetière ne ressemblait à aucun autre cimetière que j'avais vu auparavant. Comme Okinawa est une île, les enterrements ne sont pas très fréquents. Au lieu de cela, des cryptes en surface sont construites. Beaucoup d'entre elles sont construites sur les flancs des collines qui composent l'île. Les cryptes sont grandes, faites d'énormes arcs de pierre disposés sur un grand carré de cette pierre qui comporte en son milieu un insert carré pour y placer le cercueil. En dessous de la maison de Mama-san, une vallée s'est creusée dans une autre colline en face de sa maison. Cette vallée et les deux collines étaient couvertes de ces cryptes et de toiles d'araignées. C'était un sacré site. Un soir, Mama-san m'a demandé de venir la voir. Elle avait quelque chose à me montrer, mais c'était seulement pour moi, le frère aîné. Intrigué et un peu fier, j'ai accepté. Elle m'a amené au fond de son jardin et m'a assis sur un banc en bois et m'a dit qu'elle avait une histoire à me raconter. Mama-san a ensuite disparu pendant quelques minutes et puis est vite revenue avec un plateau contenant du thé vert chaud et des gâteaux de riz sucré. Assise à côté de moi, elle a souri et commenté les couleurs du ciel du soir alors que le soleil commençait à baisser. Mama-san a dit qu'elle m'avait vu, ainsi que mon frère et d'autres enfants, se mettre au défi de suivre un chemin en escalier pour descendre au cimetière. Vous devez comprendre que le chemin qui mène de notre petite maison au cimetière est constitué de centaines de marches, dont beaucoup sont cassées ou fissurées, dans et hors des buissons et sur une pente imposante. Ce serait dangereux pour tout le monde, mais le vrai test était de voir combien de temps nous pourrions mettre à marcher dans les cryptes la nuit. Mama-san voulait expliquer pourquoi c'était une mauvaise idée. Il y a de nombreuses années, pendant la guerre, on pensait que les Américains étaient des diables, des monstres qui assassinaient des citoyens innocents, sans autre raison que de tuer. Cette peur était le produit de la propagande de guerre utilisée pour encourager les jeunes hommes à faire leur service militaire et les agriculteurs à se battre à leur côté. Mais beaucoup ne l'ont pas fait. Beaucoup se sont enfuis. Et n'ayant nulle part où aller, nulle part où se cacher, des centaines de citoyens japonais se sont jetés du haut d'une falaise plutôt que de subir des tortures aux mains de leurs ennemis présumés. J'étais terrifié d'entendre ça. Je n'avais aucune idée de ce qui s'était passé.
J'étais mortifié et frappé d'une telle tristesse que je me suis mis à pleurer. Le soleil se couchait et le ciel passait du rose et du bleu à un orange et un rouge profond. Mama-san m'a tendu la main et m'a dit de ne pas m'inquiéter. C'était le passé, et le passé est quelque chose dont nous devons toujours nous souvenir pour ne jamais revenir en arrière. Elle a poursuivi son histoire. Une jeune femme avait fait ce sacrifice avec ses 2 enfants, mais elle a survécu à la chute. Elle est restée dans le coma pendant des mois. Lorsqu'elle a repris conscience, elle a été horrifiée de réaliser qu'elle n'était pas avec ses enfants. Ils avaient été enterrés quelque part dans ce cimetière, dans une crypte non marquée qui contenait beaucoup d'autres gens. La femme passa des jours et des nuits à fouiller le cimetière, pleurant de douleur. Le tourment de sa perte était insupportable, jusqu'au jour où elle s'est jetée dans l'océan pour retrouver, espérons-le, sa famille disparue. Mais ils disent qu'elle n'a jamais retrouvé ses enfants. Son acte de suicide l'a condamnée au purgatoire. Elle restera torturée pour l'éternité. Le soleil avait disparu. Le cimetière s'était noyé dans l'obscurité. Le chemin principal était parsemé de lumières brisées qui illuminaient de petites zones. Mama-san a poursuivi son histoire. La femme erre toujours dans le cimetière, dit-elle, à la recherche de ses enfants. On peut même l'entendre pleurer. Et puis, elle a pointé vers le bas. Je ne voulais pas, mais je l'ai fait. J'ai regardé. Au fond du cimetière, dans l'obscurité, il y avait une figure blanche. Au début, un éclat blanc et lumineux, qui bouge lentement, tremblant un peu. Elle se déplaçait d'un côté à l'autre, comme si elle se déplaçait dans les cryptes et qu'on pouvait réellement entendre les pleurs. Doucement au début, mais ensuite, de faibles gémissements de douleur à mesure qu'elle se rapproche. J'étais terrifié. Je voulais m'enfuir, mais Mama-san m'a pris la main et m'a chuchoté qu'elle ne viendrait pas ici. Nous étions trop loin. Mais c'est pourquoi nous ne devrions pas y aller à la tombée de la nuit. Elle a dit que beaucoup ne connaissent pas son histoire et l'appellent la sorcière blanche, ce qui la met en colère. Il est préférable de ne pas s'en approcher. Mieux vous prier pour elle. Mama-san dit qu'elle vient souvent voir la femme, espérant qu'un jour, elle trouvera son salut. Inutile de dire que je ne suis jamais allé dans ce cimetière, pas une seule fois. Et je ne me suis plus jamais assis là-bas avec Mama-san non plus. Ça m'avait suffi. J'ai cependant visité Suicide Hill, qui s'appelle désormais Peace Prayer Park, par respect. Il s'agit d'un parc entourant le champ de bataille durant le temps de la guerre au Japon. J'ai pleuré tout le temps que nous étions là. J'ai prié pour toutes les âmes et pour le pardon. Tant de citoyens japonais nous ont parlé, nous ont accueillis, nous ont raconté des histoires, ont partagé avec nous. Mon amour pour le pays et son peuple est immense. Je n'oublierai jamais mon séjour là-bas. J'aimerais y retourner pour voir si la femme est toujours là, errant dans le cimetière à la recherche de ses enfants. Je me souviens avoir regardé un album photo avec ma mère il y a quelque temps et nous sommes tombés sur des photos de la maison de ma tante qui se trouvait être une ferme. J'ai enfin un souvenir de cet endroit, même si je n'avais que 4 ans à l'époque, en particulier de cette petite fille avec qui je jouais là-bas. C'était tellement étrange parce que c'était mon premier souvenir de rencontre avec ma tante et mon oncle ainsi qu'avec mon cousin. Ils étaient tous dans les bras de l'un et l'autre, sauf cette petite fille qui avait de longs cheveux blonds bouclés, la peau claire, les yeux bleus, portant cette robe bleue avec une chemise blanche en dessous, et elle se tenait juste là, à côté d'eux, ignorée par tous les autres. Et pourtant, elle me regardait avec un sourire charmant. Je me souviens d'avoir été troublé par la situation, et je me suis toujours demandé si elle avait fait quelque chose de vraiment mal pour être ignorée
par la famille de cette façon. Un peu plus tard, nous étions en train de dîner et à un moment donné, je me souviens de l'avoir revue dans la cage d'escalier, me faisant signe de venir jouer avec elle. J'ai donc demandé à ma mère si je pouvais aller jouer à l'étage et elle a dit oui. Tout le monde était tellement absorbé par la compagnie des autres qu'ils n'ont même pas remarqué que je montais les escaliers avec elle et que je me rendais dans la chambre de ma tante où la fille m'a conduit dans un placard, loin de tout ce chaos. La porte du placard est restée ouverte, laissant entrer une partie de la lumière du couloir, éclairant son visage. Elle m'a tendu des cartes et bien sûr, je ne savais pas quoi en faire, alors elle a essayé de m'apprendre. Cela a duré un certain temps, jusqu'à ce que ma mère commence à crier mon nom, à me chercher. Au moment où ma mère est entrée dans la pièce, la petite fille a commencé à s'évaporer dans l'ombre, échappant à ma vision, et j'ai été soudainement laissé seul dans le placard avec une poignée de cartes. Alors quand j'ai vu ces photos dans l'album photo, j'ai demandé à ma mère ce qui était arrivé à cette maison. Ma mère m'a dit que ma tante l'avait vendue, et quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a répondu que c'était en fait parce que je leur faisais peur avec toutes ces expériences étranges. Intrigué, j'ai insisté un peu plus en demandant ce qui s'était passé exactement. Elle a dit que, le soir même, lorsqu'ils ont remarqué que je n'étais pas là, ils sont partis à ma recherche et m'ont finalement trouvé dans la chambre de ma tante, dans son placard, en train de jouer aux cartes. Personne ne savait d'où je tenais ces cartes, et elles étaient particulièrement concernées, parce que je n'arrêtais pas de demander où était la fille. J'ai fini par raconter cette expérience à ma mère, et elle s'y était intéressée, mais j'ai vu que ça lui donnait la frousse, et on a fini par changer de sujet. C'est tellement bizarre d'avoir ce souvenir. Je pensais sincèrement que j'avais une autre cousine quand j'étais petite, mais que ma tante et mon oncle me la cachaient. C'était jusqu'à ce que ma tante donne naissance à une petite fille que j'ai fini par ne plus essayer de la revoir.